Laurent Roland, Toninquès, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et internautes. Bienvenue. Merci. Vous avez une belle chemise ce matin. Merci. À qui la doit-on? On la doit à celle à qui on la doit. À celle à qui on la doit, on la salue. Oui, on lui Merci dit à elle. bonjour. Merci à elle pour le choix. Voilà, du tissu. C'est sûr que c'est elle qui a fait le choix ce matin. Analysons l'actualité du jour. On démarre par le tout premier quotidien, le matinal notamment, qui propose à sa une ce matin libération de personnalités politiques détenues. Le BR et l'UP Le Renouveau évoquent les cas Aïva et Madougou. Oui, je crois qu'au cœur de cette campagne, le sujet Rekia Madougou et Joël Ivoire devrait revenir, bien évidemment. Et d'ailleurs, même c'est un point, un élément essentiel dont usent abondamment les démocrates dans la campagne, dans leur discours, bien évidemment. Et il fallait pour les partis de la mouvance, bien évidemment, de se prononcer sur la question et de dire clairement quelle est leur position par rapport à la situation. Oui, et je crois que c'est le moment pour ces formations politiques de la mouvance présidentielle, peut-être de nous montrer combien ils sont aussi préoccupés par la situation, quand bien même on ne les a pas vus pour autant se prononcer sur la situation qui a amené Rekia Madougou et Joël Aïva en prison. Donc, chacun cherchera à se justifier et à donner sa position, à faire preuve d'une certaine compassion ou bien d'un certain attachement aux valeurs démocratiques et en évoquant peut-être, puisque dans le cas d'espèce, les formations dont on parle ont été interpellées sur la question. Et donc, quand on suit un peu les réponses, et d'ailleurs même la réponse de l'honorable Auden Aldati, bien évidemment, on est surpris que des gens arrivent encore à avoir cette position dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que, oui, il va falloir être très prudent et très... Oui, sauf que vous ne nous avez pas dit justement quelle est sa position. Non, mais en fait, il dit que le Bénin n'est pas un pays en guerre. Il a évoqué parce que l'ONU s'est prononcée dans le dossier et a demandé la libération de Rekia Madougou. Et donc, il estime que le Bénin n'est pas en guerre et que l'ONU ne devrait pas faire cette injonction au Bénin. Oui, on n'est pas en guerre, mais quand on constate, en tout cas les instances internationales constatent qu'il y a mal donné quelque part, c'est de leur devoir de rappeler les gouvernants des pays à l'ordre pour dire, écoutez, oui, on peut comprendre peut-être qu'il y a eu des dérives, mais pour autant, ça ne devrait pas être géré de cette manière. Et donc, sa réponse, par exemple, pour moi, pour dire que c'est les mêmes personnes qui, hier, avaient saisi les instances internationales pour celui qu'on appelle le chef de l'État aujourd'hui, Patrice Talon, c'est les mêmes personnes qui ont saisi les instances internationales par le passé et qui, aujourd'hui, qui trouvent qu'en réalité, personne au Bénin ne devrait saisir les instances internationales quand il se sent lésé ou marginalisé. Et donc, je crois qu'il y a un problème de logique politique en réalité. Si hier, vous aviez utilisé les mêmes armes et qu'aujourd'hui, vous trouvez que les autres n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes armes, en réalité, je me rends compte qu'il y a une sorte de malhonnêteté politique en la matière. Donc, les uns et les autres devraient comprendre que, oui, chaque citoyen qui se sent lésé, qui se sent en difficulté, dispose de toutes les raisons, a le droit de saisir les instances internationales, de poser la situation et les instances internationales. Dans le cas d'espèces, par exemple, quand on prend les dossiers qui ont marqué le Bénin depuis 2016, toujours est-il que tous ceux qui ont saisi ces instances internationales n'ont pas eu tout le temps gain de cause, bien évidemment. Cela suppose qu'il y a une certaine indépendance de ces instances internationales, il y a une certaine neutralité plus ou moins de ces instances internationales, à moins qu'eux aujourd'hui veuillent reconnaître que ces instances internationales nous disent le contraire peut-être. Ils disent qu'ils sont pas, que ces instances ne sont pas neutres, quand bien même les mêmes instances les ont aidés par le passé. Donc oui, Rekia Madougou et Joël Aïva au cœur de la campagne aujourd'hui, il va falloir que les formations politiques nous disent concrètement ce qu'ils pensent de la situation et que pense-t-il faire pour permettre à ce que Rekia Madougou et Joël Aïva, et ce n'est pas que les deux, parce que malheureusement, ces deux personnalités politiques sont au devant de la scène et donc on chante tous les matins Rekia Madougou, Joël Aïva, mais pourtant il y a d'autres personnes qui ont été accusées au même titre que ces personnes et qui sont en prison également. Donc toutes ces personnes, on a besoin que ces personnes soient libérées et que nous puissions nous retrouver pour parler de développement plutôt que de continuer à parler intrigue politique. Sur le même sujet, justement, allons à la une du quotidien Dynamisme Info qui propose ce matin, Laurent Roland Toninquès, campagne pour le scrutin du 8 janvier, éviter d'associer le nom du professeur Joël Aïva à de basses besognes. Oui, bon, je crois que dans une certaine mesure, il y a
Dans l'un ou l'autre des cas, je l'ai dit, les démocrates utiliseront le nom de Joël Aïvo pour plus ou moins pour se donner une certaine légitimité. Une certaine légitimité, pas légitime, mais se donner une certaine popularité parce que dans une certaine mesure. Et du côté de la mouvance, on cherchera toujours à trouver les pouces sur la calvitie, bien évidemment, à montrer que Joël Aïvo, peu ou prou, était coupable dans tel ou tel dossier. Donc, des deux côtés, il y a des erreurs qui peuvent être faites et donc ces erreurs peuvent être payées cash parce que une erreur de communication en évoquant le nom de Joël Aïvo ou le nom de Rika Madougou peut payer cash. Et donc, c'est pour ça que des deux côtés, il va falloir que dans des régions données, par exemple, vous savez, il y a des gens, qu'on le veuille ou pas, qui ne sont pas préoccupés par la situation de Joël Aïvo et Rika Madougou, bien évidemment. Et donc, quand vous allez dans ces milieux que vous évoquez cette situation, ça dit que vous allez perdre plus tout simplement votre temps. Par contre, dans d'autres localités, si vous faites l'erreur d'évoquer ces deux noms sans pouvoir être dans une certaine mesure impartial ou bien marquer une certaine neutralité ou en vous penchant peut-être du côté des deux, c'est que vous risquez de payer aussi cash. Donc, oui, peu ou prou, toutes les formations politiques voudront, puisque oui, les partis de la mouvance voudront se racheter sur la question, mais il y en a pas mieux qui, par maladresse, peuvent vouloir à tout prix justifier la culpabilité des deux là, et ça peut payer cash. Sur le sujet de la campagne électorale, La Nation titre ce matin, législative 2023, en attendant la ferveur des grands jours. Je pense qu'on en parlait il y a quelques jours en plateau, un début timide de la campagne. Oui, jusque-là, pas grande ferveur dans la circulation. De toute façon, je vous ai dit, toutes les formations politiques jouent la carte de la prudence. Bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce que pensent les Béninois véritablement. Même ceux qui, hier, nous disaient qu'ils avaient les 10% qui sont première et deuxième formations politiques, sont assez prudents sur le terrain, parce qu'en réalité, si par le passé, ils avaient une certaine marge pour faire ce qu'ils veulent, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres formations politiques en face d'eux. Et donc, il y a matière à réflexion, il y a matière à être très prudent sur le terrain, parce que aller très vite en besoin, c'est vrai qu'il y a quelques bêtises, quelques erreurs qui ont été faites déjà au début de cette campagne, quand on voit des candidats aller distribuer des billets à un artiste, alors qu'en réalité, d'autres Béninois compris dans la souffrance, et que ces images ne rendent pas service aux formations politiques. Il va falloir faire l'effort de ne pas se mettre pour autant en scène de cette manière. Et donc, dans une certaine mesure, la carte de la prudence continue d'être jouée au niveau de toutes les formations politiques, en dehors des quelques cas podiums que vous allez voir circuler en dehors de quelques véhicules, en tout cas à l'effigie, en tout cas sur lesquels sont affichés sont mises les affiches des candidats, en dehors de quelques affiches un peu partout. Il y a aussi à dénoncer les actes de vandalisme, bien évidemment, qu'on observe. Je crois que du côté du Stade de l'Amitié, j'ai fait le tour hier, les logos du parti L'Union progressiste, en tout cas affichés, ont été déchirés, je ne sais pas par qui. Je crois qu'il faut décourager tout cela. Je crois qu'il y a quelques jours, j'étais à Ouida. En allant tout le long de Papaou jusqu'à Ouida, il y avait les affiches du Parti Bloc républicain, mais quelques heures après, j'aurais appris que ces affiches ont été vandalisées tout simplement. Donc ce n'est pas bien. Ces choses, on peut être de l'opposition, mais accepter la contradiction que les mouvanciers affichent. Et les mouvanciers aussi feraient mieux aussi de respecter les opposants si les affiches sont postées. Donc je crois qu'à ce niveau, il faut sensibiliser davantage les citoyens. Mais toujours est-il que vous allez voir peut-être que c'est dès les 24, 112 heures ou 96 heures avant la campagne, la fin de la campagne, que peut-être ils se mettront au service. C'est vrai que dans d'autres départements, selon les informations reçues, les gens sont sur le terrain et distribuent beaucoup de ce qu'ils savent distribuer, bien évidemment. Je prends par exemple la 23e, avec les informations qu'on a, oui, ça circule bien. La 23e, c'est où concrètement? Abomey. Pour nos amis. Donc ça circule beaucoup de ce côté-là, ça circule beaucoup dans ces régions. Donc oui, dans certaines régions aussi du septentrion, ça circule aussi beaucoup, même si ça ne fait pas grand bruit. Mais toujours est-il que je sais que les derniers jours sont là et que le porte-à-porte, un certain Valentin Roudet s'est fait dans la 6e ne manquera pas aux populations. Ah, là on a un nom. Voilà. D'accord. On va continuer.
Laurent Roland Toneke, ce matin, on va parler d'autre chose maintenant. On reparlera des législatives. Dans les moments à suivre sur Matin d'Éden, ce sera notamment dans l'actu décalé. Pour l'heure, on parle d'autre chose. À la une du quotidien, les 4 vérités en manchette notamment. Bénin, Lionel Zinsou annoncé à la zone industrielle de Golo Djibé. On parle d'économie. Oui, mais ça ne devrait pas surprendre. Et ce n'est pas... en fait, les gens ont tout fait de rapprocher beaucoup plus Lionel Zinsou à Patrice Talon. Mais au-delà de ce qu'ils sont tous béninois, c'est que Lionel Zinsou, ce que les gens oublient, c'est un capitaliste. C'est un homme d'affaires. C'est un capitaliste. Il recherche son profit partout. L'essentiel, c'est qu'il retrouve son profit quelque part. Donc, quand on annonce Lionel Zinsou et que peut-être par ignorance, certains peut-être à web activistes assimilent un trait rapprochement de Lionel Zinsou avec Patrice Talon, le monsieur se regarde ses intérêts. Et d'ailleurs, Patrice Talon a toujours, en tant qu'homme d'affaires, se regardé ses intérêts au-delà des différences politiques. Et donc, Lionel Zinsou, sur la zone industrielle de Glodjibé, n'oubliez pas que il est à la tête d'un groupe puissant en Europe, bien évidemment, et donc d'investisseurs, bien évidemment, et qui souhaiteraient peut-être investir au Bénin. Et si vous voulez investir au Bénin, que vous avez à la tête de votre groupe béninois qui maîtrise mieux l'Afrique, c'est la meilleure personne qui peut... Ancien Premier ministre. Qui peut aller faire le constat et vous rassurer. Parce que Lionel Zinsou, rassurer les investisseurs français, c'est que ça pourrait beaucoup plus leur garantir certaines choses. Bien sûr. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle qu'il soit là. Et au-delà de l'aspect politique qu'on peut voir dans cette affaire, je comprends que Lionel Zinsou, bien évidemment, malgré tout, n'a pas tourné dos au Bénin, et bien évidemment, et sa présence sur la zone industrielle de Glodjibé, que j'ai eu la chance de visiter, je l'ai déjà dit une fois, je crois que c'est quelque chose d'important qui a été fait. Et pour ça, il faut saluer les prouesses du gouvernement en la matière. On ne va pas dire que tout ce que Patrice Talon a fait est mauvais. Donc, en la matière, on a besoin d'investisseurs sur ce site, parce que déjà, dès l'entame de cette zone industrielle de Glodjibé, il y a 1000 jeunes qui avaient été recrutés pour l'industrie du textile. Il y a des jeunes qui ont été recrutés pour la transformation du cajou au plan local. Et la transformation du cajou au plan local a plusieurs, en tout cas, compartiments. Il y a la transformation, l'amande de cajou qui sera consommée, mais il y a aussi les déchets que peut-être nos parents jettent ailleurs, qui seront transformés en biocarburant, bien évidemment. Les déchets qui pourront aussi servir, après avoir extrait l'huile, les déchets qui vont servir d'engrais bio, bien évidemment. Et donc, un certain nombre de choses qui seront faites au plan local pour créer de l'emploi et créer de la richesse. Donc, si vous avez votre part pays, vous ne pouvez pas détester ce qui a été fait là. Au contraire, vous devez travailler à faire la promotion. Encourager, faire la promotion. Et donc, Lionel Zinsou sur ce site va contribuer à davantage amener les investisseurs, les rassurer. Et ça va beaucoup créer de l'emploi pour les jeunes. Ça va les sortir du chômage. Il est annoncé 1 million d'emplois à l'horizon 2025, si je ne me trompe. Et que là, déjà, en tout cas, 300 000 emplois directs et 700 000 emplois indirects. Donc, c'est des choses qu'il faut encourager, même si on peut peut-être dire, on peut avoir des motifs de dire, mais 1 million d'emplois, bien évidemment, mais c'est bien possible. J'avais promis ne plus parler politique, ne plus parler des législatives avant l'actu décalé, mais on y revient très rapidement, Laurent Roland Toneke, si vous le permettez, avec ce titre à la une du quotidien Dynamisme Info, campagne sur le bilan du régime des candidats de la mouvance invités à changer de paradigme. Est-ce qu'il y a matière à faire autrement? On en parle mais très rapidement. Oui. Est-ce qu'il peut faire autrement que de se fonder sur le bilan du régime? Comme les enseignants ont l'habitude de nous écrire sur nos bulletins quand on était au collège, quand tu ne travailles pas dans le peut mieux faire parce qu'en réalité, fait le bilan. Et c'est là le problème, parce que tout Béninois qui ne baigne plus dans l'ignorance d'il y a 5 ans, 10 ans, ne pourrait pas faire confiance à ces formations politiques qui veulent faire leur bilan, leur campagne sur le bilan de Patrice Talon. Je m'explique. Depuis 2019, il y a une révision de la Constitution qui a été opérée. Avant, c'est les députés qui autorisaient les accords de prêt, ratification d'accords de prêt, qui permettaient au gouvernement d'avoir les moyens pour travailler. Depuis la révision opérée, de la Constitution opérée, ce n'est plus le député qui décide de donner la possibilité au gouvernement d'avoir des moyens. Donc le gouvernement peut se lever pour aller rechercher ses moyens, où que se trouvent ces moyens, et faire son travail.
Donc, ce qui revient aux députés, peut-être, et puis on reviendra dans l'actu Et on en décalée, reparlera. c'est que leur mission, c'est de voter des lois et de contrôler son gouvernement. Et sur la question, les candidats qui sont déjà, peut-être étaient déjà députés pour la mouvance présidentielle, bien évidemment pour le BR et l'Union progressiste, ont dans la grande masse failli à cette mission républicaine. Qu'est le contrôle de l'action du gouvernement et qu'est aussi la dénonciation des problèmes des citoyens pour permettre au gouvernement de répondre aux doléances des populations. Selon vous, évidemment. Bien, selon moi, mais écoutez, ce n'est pas moi, beaucoup de Béninois conviennent que sur la question, on n'a pas vu beaucoup de députés prendre la parole pour que les problèmes des populations soient réglés. Donc, même si, je ne vous coupe pas, même si au détour du discours du chef de l'État, il y a quelques jours au Parlement, il a clairement fait cas de ce que son bilan, justement, par exemple, est aussi un mérite pour les députés dont on parle, à savoir ceux du BR et de l'UP et de l'Union progressiste. La loi donne un cadre juridique aux députés de se prononcer. Oui. Ce n'est pas une affaire de couvent. D'accord. Même si c'est l'impression qu'on a eue justement au travers de ce discours du chef de l'État. Voilà, ce n'est pas une affaire de couvent. La loi donne un cadre juridique aux députés de se prononcer pour que le peuple les observe et se rende compte que réellement ces députés les représentent et prennent fait et cause pour eux, bien évidemment. Et donc, pour elles, pardon, et donc, dans une certaine mesure, souffrez que moi je dise que je n'ai pas vu les députés prendre la parole sur la question des enseignants, de la revalorisation. Quand on faisait le chef de l'État l'a dit. Attendez, le chef de l'État l'a dit, donc publiquement. On ne peut pas dire que le chef de l'État ment. Non, mais le chef de l'État a dit quelque chose pour arranger. Nous sommes dans un processus électoral. Le chef de l'État est en mesure de dire ce qu'il veut pour arranger ses formations politiques parce qu'il y a une élection en vue. On va fermer cette parenthèse. Et vous parler d'autre chose. Oui, mais on l'a fait. Je l'avais dit, on en parle très rapidement. Allez, on va pas s'attarder là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On va parler de notre fait d'actualité. C'était la une du quotidien Dynamisme Info ce matin. Laurent Roland-Antonin Hiquez, revalorisation salariale. La CSTB appelle à se pencher sur les cas attends, j'ai du mal à lire, des agents du privé, des retraités et autres. Oui, je crois que les privés, les retraités déjà ont été impactés par le point indiciaire de l'ordre de, je crois, 40%, non, je sais quoi. En tout cas, ils ont été touchés par le point indiciaire. Ils sont à 2,85 ou je sais quoi, 80% ou 85%. Oui, voilà, si je ne me trompe avec les chiffres. Donc, oui, à ce niveau, je ne pense pas que ce soit... Oui, quelque part, on peut plaider que les salaires, les pensions des retraités soient peut-être revus un peu à la hausse parce que les retraités, qu'on soit retraités ou en fonction ou actif, c'est qu'on va sur le même marché. D'accord. Et donc, de ce point de vue, on peut comprendre que la cherté de la vie a aussi une conséquence, impacte aussi les personnes retraitées. Donc, et bien évidemment, il y a matière peut-être à plaider pour le cas dans une certaine mesure. Mais ceci étant, quand on finit de dire ça, oui, le privé, on n'en parlera jamais assez. Il faut, pour contraindre peut-être les privés à améliorer les salaires des travailleurs, il faut peut-être passer par une loi. Parce qu'en la matière, si on ne passe pas par une loi, ce n'est pas évident. Puisque quand vous savez que quelqu'un qui a un master doit pouvoir se contenter d'un salaire de 60 000, 75 000, alors qu'il a payé peut-être 1 million par an pour avoir son master, et les parents ont dû vendre leur parcelle, la seule parcelle qu'ils ont pu acquérir en 30 ans d'existence pour lui payer le master parce qu'il estime, il a dit que ce master lui permettra de gagner de l'argent, et qu'aujourd'hui il est contraint d'accepter un salaire de 50 000, 60 000 ou 75 000 francs à la limite. Donc, il va falloir trouver un mécanisme pour voter peut-être une loi et fixer les salaires en tenant compte des diplômes. Donc, si vous recrutez quelqu'un qui a un background donné, un diplôme donné, qui en réalité peut permettre à booster votre entreprise, vous devez pouvoir lui payer un salaire conséquent. Parce qu'il est de coutume de voir des entreprises qui réussissent, en tout cas, qui se développent bien évidemment, mais malheureusement, les employés ne sont pas développés. Et donc, autant de choses à régler. Aussi permettre à ce que dans les privés, que certaines personnes qui souhaitent aller peut-être contracter des prêts, que les entreprises leur donnent la garantie nécessaire, en leur payant d'abord un bon salaire, mais en leur donnant la garantie nécessaire d'aller contracter des prêts, comme ça se fait avec les agents du public, bien évidemment. Donc, sur la question, cela ne dépendra pas d'un simple discours du chef de l'État. Le chef de l'État exprimera le besoin. Mais malheureusement, avec le chef de l'État... Il y a un plaidoyer qui a été fait en la mais au-delà de matière. tout, le chef de l'État est avec des amis qui sont chefs d'entreprise. Lui-même était chef d'entreprise. Et ses amis chefs d'entreprise ne trouveront peut-être pas
la nécessité et l'importance d'augmenter le salaire parce que nous sommes dans un système capitaliste. On s'en fout de vous à la limite parfois parce que le plus important, c'est que l'autre c'est le profit. L'autre a son profit. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, un jour, vous partez et puis il a la possibilité de recruter d'autres personnes. D'ailleurs, même la loi sur l'embauche est très claire. Hein. Si vous pensez que vous êtes indispensable pour une entreprise, l'employeur peut un jeudi matin à 8 h et dire, Laurent, quand vous finissez votre émission, ne revenez plus jamais dans ma maison. C'est possible. On poursuit Laurent Roland Tonnerre-Ikes par une bonne nouvelle cette fois-ci. Je n'ai pas annoncé une bonne nouvelle non plus, évidemment. Une mauvaise nouvelle non plus. Oui, mais bon, une bonne nouvelle en tout cas pour les chefs quartiers de Cotonou, désormais dotés de moyens roulants. Oui, le potentiel en parle par exemple. C'est normal qu'il faut donner des moyens roulants au chef quartier, au sécu. Mais on va poser d'ailleurs la question à notre sécu international ici. Ben Assogbas, il a aussi le sien, enfin la sienne de moto. Voilà. Donc, moi, non, mais je crois que c'est bon de donner les motos aux émigrants. Pardon, au sécu, pardon. Oui, au sécu. Peut-être que c'est des sécu pas mieux pour que. Ce sont des conducteurs de moto. Qui sait? Qui sait? Parce que c'est tellement chaud à Cotonou aujourd'hui. Ils n'ont plus les avantages qu'ils avaient par le passé. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les motos par le passé, que c'est en pleine campagne qu'on donne ça? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de. Voilà, mais ça boudait. Ça boudait déjà au niveau des sécu depuis un moment. Ok. Et donc, parce qu'on a arraché un certain nombre de privilèges, c'est ça? Oui, bien évidemment. Oui, écoutez, vous savez les attestations de résidence notamment. Vous savez qu'il ne peut plus faire les attestations. Il y a une réforme en la matière qui permet donc à l'ANIP d'avoir une part et au niveau aussi des collectivités locales, notamment les mairies. C'est les mairies. Voilà. Vous savez, ce qui faisait vivre beaucoup plus les CQ et les CV, c'est ça. Il faut les attestations de résidence ou bien les possessions. Certificat de possession, je ne sais pas, vous avez un certificat de possession d'État. Oui, il y a la possession d'État et il y a l'attestation de résidence. De résidence, bien évidemment. Maintenant, on leur a arraché ça. Et ça boudait déjà au niveau des CQ, des CV. Et à Cotonou, d'ailleurs, même avec la densité, ça faisait vivre beaucoup de personnes. Quand on leur arrache ça et que ça boude, peut-être que le lieu de consolation est arrivé. Vivement que ça les fasse changer d'avis et qu'ils puissent mouiller le maillot. Bonne journée. Une moto pour changer la vie de quelqu'un? Ah mais j'ai fait peut-être l'erreur de 10 millions. Peut-être que c'était pas mieux qu'ils n'ont plus l'argent d'attestation de résidence, peuvent nuitamment abourer le maillot jaune, aller chercher quelques jetons pour arrondir la fin du mois, pourquoi pas, puis encore qu'ils n'ont pas de salaire. Bon, je leur donne piste, de peut-être... Vous savez que c'est dans les tiroirs, par exemple. Ça, c'est dans les tiroirs. Ah bon? Bien sûr. Merci à vous. Laurent Roland Tonnerre-Ikes.